Cliquez. Craquez. Salut Mathieu. Salut Fabienne. Bienvenue dans Bas de Carré, le podcast qui ouvre le dialogue avec les Réunionnais du monde entier. Alors ici, on reçoit des sportifs, journalistes, chefs cuisiniers, chefs d'entreprise, artistes ou encore youtubeurs, parce que chaque Réunionnais a son histoire à raconter. Ensemble, allons Bas de Carré. Allons découvrir qui ils sont et comment ils font pour garder en eux la Réunion. Hello, comment il est Fabienne? Les Lions et à vous-même. Au top. On est en juin, au moment de la sortie de cet épisode. Normalement, il fait beau. Et on va parler d'un événement incontournable dans l'océan Indien. Le Sakifo Music Festival. Et oui, 20 ans que le Sakifo fait vibrer la Réunion. C'est un festival unique qui a su s'imposer comme une référence. Et on reçoit au micro de Bas de Carré son fondateur, Jérôme Galabert. On revient sur les débuts en 2004 et surtout on va parler de rencontres inoubliables et des grands moments du festival comme des coups durs. J'ai vraiment hâte de découvrir les coulisses de ce festival. Et oui, pour les chanceux, rendez-vous le 7, 8 et 9 juin à Saint-Pierre de la Réunion pour célébrer les 20 ans du Sakifo Music Festival. Bonne écoute à toutes. Hello Jérôme, comment il est? Léla ou même? Léla, je suis content de t'avoir à notre micro à quelques jours des 20 ans du Sakifo. C'est l'occasion de revenir sur cette belle histoire. Comme tu le sais, on est ici sur Bas de Carré, le premier podcast de la Réunion. Et l'idée, c'était de revenir avec toi un peu sur l'histoire de ce festival, très connu à la Réunion et qui fait maintenant partie de l'histoire de notre culture. Alors, pour ceux qui ne te connaissent pas, comment tu te présenterais à ton voisin sur un vol Réunion-Paris? Waouh. Je lui dirais que je m'appelle Jérôme Galabert, que j'ai 56 ans et que je suis producteur de spectacles et qu'en l'occurrence, je produis un certain nombre d'événements à La Réunion, au moins 2 festivals, et que le premier festival que je produis depuis 20 ans maintenant s'appelle le Sakifo, que par ailleurs, je m'occupe de plein d'autres choses, du développement de carrière d'artiste, d'un certain nombre de projets, qu'on a aussi créé un marché des musiques qui s'appelle le Yoma, enfin voilà. Je travaille dans la musique depuis maintenant 30 ans. Parfait. On va y revenir dans tous les cas. Globalement, c'est une carrière, en tout cas professionnelle, qui s'est faite autour de la musique, si je comprends bien. Autour du spectacle vivant, mais principalement de la musique, ouais. Et aujourd'hui, du coup, en fait, les 20 ans du Sakifo. Mais j'aimerais savoir ce qui t'a amené, en fait, à créer ce festival, du coup, il y a déjà 20 ans. D'abord, j'en ai créé d'autres avant et sur lesquels je me suis planté. Ok. Ouais, donc, tu peux nous en parler un petit peu? Oui. D'abord, au tout début, je travaillais avec Philippe Conrad et on faisait l'édition du festival Africolor à La Réunion. Ça s'appelait Africolor Réunion. On l'a fait pendant 4 ou 5 ans. Puis, on a transformé Africolor Réunion en un autre festival qui s'est appelé Cabaret Réunion, qui s'est arrêté au bout de quelques années aussi. Quand j'ai créé le Séchoir, rapidement, j'ai monté un festival de musique qui s'appelait Les Nuits de la Ravine. Donc, tu as créé la salle de spectacle Le Séchoir. On était en quelle année à peu près? Oh là là, mon Dieu. Il y a longtemps. Ok. Ça doit faire 27 ans maintenant. 26, 27 ans, plus de 25 ans en tous les cas. Ouais, j'avais une trentaine d'années. Ok, donc au moins 2 festivals sur lesquels tu as travaillé avant de lancer le Sakifo. Ah oui, plus que ça même, parce qu'il y a eu, il y en a eu 3, Africolor Réunion, Cabaret Réunion, il y a eu Les Nuits de la Ravine. Ça, c'est pour la musique. Et encore bien avant ça, il y a très très longtemps, avec Pierre Macquart, on faisait une série de concerts et une compétition de surf sur la plage de Boucan-Canotte, en hommage à Bruno Giraud. Ok. Un jeune surfeur qui s'était fait attaquer sur la côte est à Sainte-Suzanne par un requin et qui était décédé. On a fait ça au moins 5 ou 6 années de suite, avec que des concerts gratuits, enfin bref, voilà. Au niveau du Séchoir, on avait créé aussi un festival de danse contemporaine qui s'appelait SDF, Saint-Leu Danse Festival. On est le jour de, je crois que ça redémarre aujourd'hui ou demain, de l'ouverture du festival Tempo. Donc c'était un festival que la compagnie Comella avait créé et qui s'était arrêté. Quand j'ai créé le Séchoir et que j'ai pris la direction, on a relancé Tempo qui n'existait plus. Et en fait, le Séchoir était producteur du festival. Donc on avait dédouané la compagnie Comella de la responsabilité financière de producteur. Chandra Pelé, qui était la compagne de Baguette,
était la directrice artistique, ce qui faisait le lien avec la compagnie Comella. Parce que Baguette, à l'époque, ne voulait absolument pas relancer le festival. Et lui, il voulait se consacrer au développement des pratiques amateurs. Et donc, on avait créé au sein du festival Amateur en l'air, ce qui allait devenir par la suite Amateur en l'air. Et voilà, enfin bref, pas mal d'expériences festivalières, on va dire. Beaucoup de choses, finalement, avant d'arriver au Sakifo. Oui. Avant ça, finalement, avant d'arriver au Sakifo, ce dont tu me parles, c'est beaucoup de spectacles vivants autour de la musique, du théâtre, une salle de spectacle connue à La Réunion, à savoir le Séchoir. On arrive du coup au moment fatidique, j'allais dire, en tout cas au moment clé. Qu'est-ce qui t'a amené à créer le Sakifo qu'on connaît aujourd'hui? Alors, il y a eu plusieurs choses. Au moment où je crée le Sakifo, je suis encore à la direction du Séchoir. Donc, le Sakifo est né au sein même du Séchoir. À cette époque-là, on était au niveau du Séchoir extrêmement précurseur de pas mal de choses. D'abord, on a été une des premières salles à avoir une personne employée uniquement sur le développement des publics. C'est à ce moment-là aussi on a créé ce qu'on appelait l'effet pizza, c'est-à-dire qu'on avait une carte d'adhésion familiale. On était parti du principe que la structure familiale était importante à La Réunion et que donc si on voulait favoriser l'accessibilité, il fallait s'adresser aux familles. Et donc on avait un système où quand tous les 10 spectacles, on avait un gratuit, enfin donc avec le système de tampons, c'est pour ça qu'on avait ça l'effet pizza. Bref, on avait une politique novatrice en matière de développement des publics, quelles que soient les esthétiques. On avait une politique novatrice à l'époque, puisque on a fait partie des premières structures à mettre des artistes en résidence permanente, et pas uniquement des gens issus du théâtre. Bien sûr, il y avait la compagnie Comella, qui était installée à Saint-Leu et qui était un partenaire privilégié du Séchoir, mais il y avait Valérie Berger, qui était chorégraphe associée, il y avait le groupe de musique électronique Zong qui était là aussi, enfin bref, on était assez novateurs. On était aussi novateurs sur une approche qui était à l'époque, de s'ouvrir au partenariat privé, ce qui était incongru. Je me souviens de mes collègues directeurs de salles de spectacle qui disaient attendez, nous on est dans la notion de service public et donc va des rétros grand Satanas, il faut surtout pas travailler avec le secteur privé, les sponsors et tout. C'était un vrai sujet de conflit avec les collègues, hein. De conflit amical, bien sûr, de débat, de philosophie, et on parle de quelque chose qui était il y a déjà plus de 20 ans, donc, hein, et où on avait, nous, une vision différente, qui était de dire on peut pas d'un côté accepter, déjà à l'époque, une baisse des fonds publics, qui était déjà annoncée, et qui n'a cessé depuis, et ne pas se tourner vers d'autres sources de financement. Donc, à l'époque, on était gestionnaire de 3 lieux aussi, on gérait la Ravine Saint-Leu, ce qui nous permettait de faire quelques gros concerts et donc d'avoir des recettes. Et donc, on avait un taux d'autofinancement qui était très élevé. On était à 60% d'autofinancement, ce qui était assez exceptionnel. Je crois que ça allait rester d'ailleurs exceptionnel. Plus grand monde est sur ce modèle-là aujourd'hui, malheureusement. Bref, on s'est donc tourné vers des partenaires privés. Et parmi ces partenaires, il y en avait un, Orange, qui était à ses débuts de son implantation à La Réunion. Donc Orange Réunion, c'est rapidement devenu un partenaire avec nous, comme avec plein d'autres gens, et on a bien accroché. Et en fait, il y a eu un moment où, comme ils étaient sur une politique de saupoudrage, ils avaient plein de partenariats un peu partout dans l'île avec des petits montants, ils souffraient d'un problème de visibilité. Et donc, moi, j'avais très envie de recréer un grand festival de musique parce que je considérais qu'il n'y en avait plus. D'abord, de fait. Alors, tu es en train de me dire qu'il y en avait un avant, peut-être? Ah oui, le plus grand festival de musique, c'est là où moi j'ai été biberonné, c'est là où j'ai appris le métier, c'est sur le festival des musiques de Château-Morange. Ok. C'était un festival qui couvrait toute l'île, qui était magnifique, qui avait été créé par Paul Mazaka, avec la MJC de Château-Morange, et sur lequel j'ai eu le bonheur de travailler. Donc Sakifo est un peu l'héritier de ce festival de musique Entre autres, je pense que Sakifo est en partie l'héritier de Château-Morange, par plein d'aspects, ne serait-ce que sur sa dimension artistique et son ouverture, sur sa volonté d'assumer pleinement le rôle de locomotive pour la filière, de proposer un temps fort musique aux acteurs de la filière, structurant. Aussi, sa capacité à mélanger à la fois des têtes d'affiche qui viennent de l'extérieur et des artistes locaux qui sont valorisés dans leur programmation. Donc, oui, en fait, on renie pas son passé. Moi, au contraire, je l'assume. J'étais jeune, j'avais une vingtaine d'années. J'ai été touché par le fait de travailler sur cet événement-là. Il y avait à la fois des professionnels et des bénévoles déjà sur cet événement. Il y avait voilà, cette ambition pour le territoire aussi.
Donc, j'ai appris au contact de mentors de l'époque, qui était Jean-Pierre Klein, à l'époque directeur de l'Office départemental de la culture, Pierre Macquart, mon ami de toujours, et qui avait créé le T-Bird, et avec qui j'ai beaucoup appris aussi, et avec qui par la suite j'ai été associé, et puis Paul Mazzacca, qui pour moi restera à jamais, et est encore un des grands penseurs de la politique culturelle à La Réunion. Donc si je résume, on arrive à un moment où il y a une volonté d'Orange de s'implanter, la volonté de toi et de ton équipe de développer à nouveau un festival autour de la musique à La Réunion, un grand festival, et c'est cette synergie qui a créé le Sac qu'il faut. Il y a une vraie rencontre. Alors c'était très intéressant parce qu'il y a une vraie rencontre avec Emmanuel André, qui était directeur du marketing et de la communication. En dessous de lui, il y avait un responsable de la communication, Gilles Gauthier, qui lui avait travaillé sur un festival de blues, Bagnole Blues pour ne pas le nommer, en métropole, et qui était sensible à la musique et à tout ça. Donc il y a comme les choses se sont un peu alignées. Et ce qui a été très très intéressant, c'est que Emmanuel en particulier, qui avait vraiment une notion de marque, de marketing et des choses comme ça, m'a poussé dans mes retranchements, m'a obligé à écrire, à réécrire, à retravailler le projet, à l'affiner. Et ça m'a amené sur un terrain intellectuel sur lequel finalement j'étais peu challengé ou j'allais pas assez. Et ça a donné naissance à ça qu'il faut, avec une première édition qui a tout de suite été un succès énorme, puisqu'on a fait plus de 20 000 entrées dès la première édition, ce qui n'était pas arrivé depuis Châteaubranche. Et combien de temps de gestation de ce projet finalement, entre le moment où vous tapez dans la main avec Orange et le festival lui-même? On a mis les premiers échanges, discussions informelles, c'est à peu près 1 an, on va dire, mais dans le dur, 6-8 bons mois d'aller-retour. Voilà. Et à l'époque, avec une vraie réflexion, on décide d'installer par exemple le festival sur le premier week-end d'août parce qu'on considère qu'une grande partie de la population réunionnaise ne quitte pas le territoire. On est dans un climat, il y a 20 ans, où tout le monde dit pourquoi vous faites ça au mois d'août? Il n'y a personne au mois d'août. Comme si la majorité des Réunionnais désertaient l'île, quoi. Et moi, je pars sur un postulat inverse, qui est de dire, non seulement il y a plein de gens qui n'ont pas les moyens de partir. Ensuite, c'est une période où, parce que tout le monde va à Avignon, tous les directeurs de salles vont à Avignon l'été, les salles sont fermées. Donc, il n'y a plus d'offres culturelles. C'est aussi la période où tous les jeunes Réunionnais qui sont partis faire leurs études reviennent, parce que c'est plus pratique pour eux de revenir à ce moment-là, même si c'est l'hiver austral. C'est la période des grandes vacances en métropole, en Europe, et donc c'est maintenant qu'ils reviennent. Donc, on a un apport de population jeune qui, elle, est en contact avec des artistes émergents qu'on veut faire découvrir au public réunionnais. Et donc, cette absence d'offres culturelles au mois d'août, ça faisait partie des choses sur lesquelles Emmanuel me poussait dans mes retranchements pour trouver des argumentaires, pour trouver des chiffres, pour étayer le discours. Et voilà. Alors, on est resté pendant longtemps sur cette période-là. Après, on a dû... Et on est en 2004, si je me trompe pas. Oui, c'est ça. La naissance, okay. On est en 2004. On est en 2004, donc on est à Saint-Leu. On est sur une ville à l'époque de 20-25 000 habitants. Sur un seul lieu de grand rassemblement qui est la Ravine, mais qui est précaire aussi, qui n'est pas à l'époque aménagé encore comme il le faut, et ainsi de suite. On n'a pas la route des Tamarins, et donc on passe par la route en bas. D'où 1h30 d'embouteillage pour faire Salines-les-Bains-Saint-Leu. Je me souviens. Donc on est sur un festival qui est forcément multisite pour retrouver un équilibre, et ainsi de suite. Et on fait une première édition qui est un immense succès populaire. Alors, avant de parler de cette première édition, moi j'ai une question. Oui. Tu l'as déjà dit peut-être plusieurs fois, mais j'ai jamais vu cette info. Il vient d'où le nom finalement? En fait, ça a été un brainstorm et compagne d'un de nos collaborateurs, Jean Cabaret, sa compagne, est arrivé avec quelque chose qui disait son actuel qu'on kiffe ouvertement. Et je disais ouais, c'est pas mal. Oh, il y a quelque chose derrière. Ok, je savais pas du tout. Et en fait, je me disais mais ça c'est trop long, ça colle pas. Par contre, ça dit quelque chose. Et en retravaillant autour de cette idée-là, on a trouvé ça qu'il faut. Ok. Voilà. Donc, première édition 2004. Si tu retiens un seul artiste, qu'est-ce que tu retiens de cette édition de 2004 ? J'en retiens que c'est un peu le bordel. On est assez vite dépassé par le succès. Voilà, c'est le charme des premières éditions. On voit plein d'erreurs qu'on peut corriger très rapidement, mais on voit un engouement populaire surtout. On voit que l'ADN du festival est déjà là. C'est-à-dire ce mélange artistique. On voit que, on s'attendait pas aux embouteillages, on s'attendait pas à tout ça, mais on voit que, la chose la plus importante, à savoir
on vérifie que sur l'ADN de ce festival artistique, énormément de gens de La Réunion, et pas que des jeunes d'ailleurs, on a un public très mélangé dès le départ, adhèrent, et donc que ça répond à une attente. Et là-dessus, on ne se trompe pas. Et première année, la tête d'affiche, c'était qui? Oh mon Dieu. Parce que moi, j'ai un doute. Je ne sais plus si c'est la première ou la deuxième année, parce qu'un de mes premiers grands souvenirs de concert, c'était au Sakifo, et c'était Corneille. Corneille et Kezia Jones. Oui, alors, moi aussi, j'ai le même doute. Est-ce que c'était la première ou la deuxième année? C'est un plateau intéressant. On avait Corneille, on avait Kezia Jones, et ça, je pense que ça devait être peut-être la première année. Et la deuxième année, alors l'un ou l'autre, je sais plus, mais on a un autre fait marquant qui est intéressant. C'est l'année où on a Davis Icard. En l'occurrence, on a Ayo qui ouvre pour Davis Icard, qui joue en intermédiaire avant Ismaël Lo. On a un plateau qui joue dans cet ordre-là. Ayo, c'est Davis la deuxième Icard, année, non? Ismaël Lo. Ça, je crois qu'on est la deuxième année. Donc la première année, je pense que c'est l'année où on a Corneille, effectivement. On a même Bernadette Chirac qui vient voir le concert. Ouais, c'est ce que je me disais, mais j'étais pas sûr si c'était la première ou deuxième année. En tout cas, moi, c'est mon premier grand souvenir de concert, Corneille. Ravi de Saint-Leu. Tout à fait. Alors, on est en 2004, donc tu as créé ce festival. On voit les premiers noms qui sont là, donc Kezia Jones, une star internationale, et Corneille. Comment t'as trouvé finalement, comment t'as pu faire pour avoir ces noms, les faire venir à La Réunion sur une première édition sans précédent, pour ainsi dire, à ce moment-là? Bon, d'abord, j'en suis pas à mon coup d'essai en matière de programmation de musique, donc j'ai quand même un peu de connaissances et de réseau à cette époque-là, déjà. Mais au-delà de ça, il y a des cas de figure qui sont différents. Kezia, c'est une anecdote intéressante. Je me suis toujours déplacé sur des événements professionnels ou des festivals pour aller travailler, en fait. Et Kezia, je vais le voir sur un festival à Essaouira, au Maroc. Ok. Et qui, à l'époque, était programmé par Loy Erlich. Loy Erlich, musicien qui a vécu très longtemps à La Réunion, Carousel, qui a joué avec Tifoc, artiste extraordinaire. Et donc, on est au Festival des musiques Nawa à Essaouira avec mon épouse. Et en fait, on se balade dans les rues d'Essaouira. Et Kezia était programmé. C'est une des raisons pour laquelle j'étais là-bas. Et à un moment donné, on le voit avec sa guitare qui se balade dans la rue. Ce qui est assez commun à Essaouira. J'y suis retourné plusieurs fois par la suite. C'est la première fois que j'y allais. Et donc, on est dans la vieille ville. Et à un moment donné, Estelle me dit « Vas-y, branche-le. Si tu le branches pas là, tu n'y arriveras jamais. » Et donc, au culot, je suis allé le voir. En lui disant, voilà, je fais un festival, j'ai très envie de t'inviter, on essaye, et on n'a pas de réponse, mon agent ne nous répond pas. T'avais déjà dans l'idée de la voir au festival? Ah oui, oui, tout à fait. Ton agent ne nous répond pas, voilà, et ça serait important pour nous et tout. Il me dit, ah ouais, mais super, c'est où? Je lui parle à la Réunion, ça me dit, ok, d'accord, je viens. Magnifique. Et donc, c'est parti de là, et ensuite, le lien s'est fait, et lui, il a fait remonter l'information à son agent, et ça s'est fait comme ça, et il est venu 3 fois dans l'histoire du festival. Moi, je l'ai vu 2 fois sur 3. Donc, tu me parles d'autres festivals au Maroc. Est-ce qu'il y a un festival en particulier qui t'a inspiré? Oh bah, il y en a plusieurs. Forcément, moi, mon premier choc national, on va dire, ça a été le Printemps de Bourges, parce que à l'époque, je crois que la toute première fois que je suis allé au Printemps de Bourges, j'étais manager de Persépolis sur l'album Arrête la guerre. Donc, j'ai accompagné le groupe qui était découvert du Printemps de Bourges cette année-là, avec, mon Dieu, tout un tas d'anecdotes derrière ça aussi. Donc le Printemps de Bourges, c'est aujourd'hui, je ne dirais pas que c'est le festival que je préfère, loin de là. Mais c'est un festival qui est à la fois un festival et un marché. Il y a, je sais pas combien de milliers de professionnels qui sont là. C'est le premier de la saison, si je ne me trompe pas. Un des premiers. C'est plus maintenant le premier de la saison, mais disons que c'est celui qui ouvre la saison des festivals d'été. On est au printemps et ça lance. Mais il y a d'autres festivals, je pense à Banlieue Bleue, enfin d'autres, qui ont lieu en janvier, février, mars. Il y a d'autres événements maintenant. Mais à l'époque, en tous les cas, en avril, le Printemps de Bourges, créé par Daniel Colling, qui a fait énormément de choses dans le domaine de la musique en France, et entre autres le programme Zénith, enfin bref. Voilà, et donc c'est la découverte. À l'époque, Mustapha Terki est responsable du réseau Printemps, des antennes. C'est marrant parce qu'il vit à La Réunion maintenant. Et Alain Courbis est le responsable réunionnais de l'antenne réunionnaise du Printemps de Bourges. Et voilà, ça c'est le premier truc. Donc ce festival m'a un peu marqué. Depuis, j'en ai vu beaucoup d'autres. J'ai été bien évidemment sous le charme des francopholies de l'époque Foulquier et même maintenant de l'époque Morgane et Gérard Pont et toutes ces équipes, parce que c'est un très très beau festival et un modèle d'intégration d'un festival dans un cœur de ville. Le plus beau pour moi reste
le Paléo Festival à Nyon en Suisse. Pour moi, c'est Okay. la Rolls des festivals. En tous les cas, de ceux que moi j'ai pu voir. Le festival Gnawa à Essaouira m'a nourri aussi parce qu'il y a une force terrible et une volonté terrible de valoriser les musiques Gnawa et de les faire rencontrer plein d'autres artistes de l'extérieur et ainsi de suite. Et donc, c'est un festival qui est très au service de la musique Gnawa, au même titre que j'espère, on a été très au service du Maloya à La Réunion. Donc, c'est des festivals internationaux qui marquent le coup, finalement. Ouais, après, je me suis nourri de plein d'autres choses. Le Festival d'été de Québec, extraordinaire. Oceaga, toujours à Montréal. Enfin, bon, bref. De toute façon, il y a encore aujourd'hui, j'ai plaisir à aller découvrir des événements parce qu'on se nourrit de ça. On benchmark, comme on dit maintenant. Je reviens sur l'historique. Donc, tête d'affiche, Kezia Jones, c'est un coup de chance. Enfin, la chance, c'est toujours quelque chose qu'on crée. Donc, un coup de chance que tu vas chercher. Est-ce qu'il y a d'autres défis que tu as eu quand tu as créé le festival? Parce que tu avais des financements privés et publics, mais dans les coulisses, est-ce qu'il y a des choses qui n'étaient pas attendues sur cette première édition? Au début, il y a pratiquement pas de financement public. D'ailleurs, il y en a toujours peu. Pour être très clair sur ce point, puisque c'est un point sur lequel bon nombre de gens disent des choses ou fantasment. Je crois que la moyenne nationale des financements publics sur des événements comme le Sakifo, c'est 44% du budget. Okay. Une édition où on est bien financé au niveau financement public, nous, on plafonne à 20. Okay. Partout en France, les départements, les conseils départementaux financent les festivals. Nous, en 20 ans, on n'a jamais eu 1 euro du conseil général. Et donc, à l'époque, même quand Jean-Luc Poudroux a été président du conseil général, on n'avait pas de financement du conseil général. Donc, même quand il était maire de Saint-Leu et président du conseil général, c'est dire. Donc voilà, nos rapports aujourd'hui sont apaisés avec les collectivités, ça n'a pas toujours été le cas. Mais je ne pense pas que ça vienne de notre fait, je pense que ça fait partie de l'histoire. On était sur un modèle atypique. Le regard, aujourd'hui, on parle d'industrie culturelle et créative. Il y a 20 ans, on ne parlait pas de ça. Faire le choix de l'entrepreneuriat privé pour porter le festival par la suite, c'était déjà quelque chose qui questionnait les habitudes. Encore une fois, on part d'un rapport entre Orange et moi sur une conviction commune et un apport mutuel. Nos histoires, notre vie finira par se séparer d'un moment, quand leurs objectifs ont changé et que les nôtres continuaient et que notre soif, on va dire, de liberté et d'indépendance l'a emporté. Donc, on a toujours travaillé avec nos partenaires sur la base de contrats pluriannuels avec à chaque fois 3 ans. On a appris. Et moi, j'ai beaucoup appris auprès d'Emmanuel parce que, en fait, les marques et tout ça, c'est une chose, les collectivités aussi, mais en fait, la vie t'apprend que ce qui compte, et c'est ce que m'avait dit à l'époque le directeur d'Orange de l'époque, qui est parti dès la 2e année. Il m'a dit, tu sais, Jérôme, c'est des hommes qui font des choses. C'est pas. Donc c'est les relations humaines finalement qui ont guidé le. Exactement. Et en fait, voilà, moi, c'est quelque chose auquel je crois. Je crois aux rencontres. Je crois à l'envie commune de faire des choses. Et donc, voilà, ça, c'est jamais départi. Et le plus gros défi, la plus grosse difficulté de la première année, c'était quoi finalement? La première année, il n'y a que des défis. Déjà, convaincre des artistes de venir, c'était compliqué à l'époque. L'offre culturelle d'il y a 20 ans et celle d'aujourd'hui, c'est le jour et la nuit. Aujourd'hui, il y a des concerts toutes les semaines partout. Il y a 20 ans, c'était pas le cas. Okay. Il y a 20 ans, je ne nommerai personne. Quand on a fait le Sakifo, à Saint-Leu, il y a une des scènes qu'on a appelée la caserne. On l'a appelée la caserne parce que c'était l'ancienne caserne des pompiers qui déménageait. Je me souviens très bien. Et comme le bâtiment était à l'abandon, il y avait un espèce de grand espace, avec la mairie, je négociais pour le récupérer. Notamment pour les scènes électro de mémoire. Oui, c'est notamment pour ça. La Rondavel qui est en face, qui aujourd'hui est assez célèbre pour être une des premières à avoir fait des concerts tous les week-ends, était contre. Elle s'est formellement opposée au festival. Parce que la musique, ça n'intéressait personne, ça allait lui faire perdre de la clientèle. C'est extraordinaire. Il est toujours propriétaire, hein. Incroyable. Donc, je crois que je pourrais écrire un livre sur les revirements de situation. Et aujourd'hui, quand on voit Saint-Leu et les concerts qui ont lieu non pas dans une, mais dans plusieurs Rondavel, c'est presque devenu une marque de fabrique. C'est plus la même histoire, hein. Il y a 20 ans, il fallait convaincre. Ouais, donc le plus gros défi, c'était de convaincre les parties prenantes pour créer le festival, finalement. En fait, ce que je veux dire par là, c'est que quand je parle de tout ça, j'en parle avec aucune rancœur et aucune animosité. Bien sûr. Il faut essayer de recontextualiser. Il faut toujours avoir à l'esprit que les événements comme ça, ils sont au cœur et donc pas décorrélés d'une réalité. Ils sont au cœur d'une réalité et donc ils vivent au gré de l'évolution de cette réalité-là. Alors, on est acteur culturel et donc on agit et notre action, je crois, a fait bouger pas mal de lignes.
Voilà, donc les difficultés, elles étaient nombreuses. Mais il fallait convaincre, il fallait trouver des ressources, il fallait... Humainement, c'était compliqué aussi. Techniquement, c'était compliqué. Il n'y avait pas le même niveau de... À l'époque, Ian Anderson et Stageoe, qui est une magnifique entreprise aujourd'hui, c'était pas tout à fait la même. Ça a démarré. Il a 20 ans, lui aussi. Hein. Des pionniers. Ce que tu es en train de me raconter, c'est que c'était vraiment une époque de pionniers où il fallait ouvrir quelques lignes, en tout cas. Oui, oui, c'était compliqué, en fait. C'est-à-dire que il n'y avait pas de pratique. Il n'y avait plus de pratique festivalière. En plus, on était sur un événement qui était multisite. C'était compliqué. On pouvait pas faire de passe. Ça nous était reproché. On manquait de place de parking. Je parle pas des embouteillages. Enfin bref, il y avait tout un tas de choses, comme aussi fait le charme, quelque part, de ces premières éditions. Complètement. Je pense pas que ça soit propre au Sakifo. Je pense que c'est propre au charme de toutes les premières éditions. Moi, par exemple, je suis un fan des premiers albums. J'aime le charme des premiers albums des artistes. Parce qu'ils sont souvent... ils partent un peu dans tous les sens, c'est pas encore structuré, il y a une spontanéité, une fraîcheur que je trouve vachement intéressante dans la création artistique. J'aime les premiers albums. Après, lorsque le talent permet à l'artiste de s'installer et de tracer son sillon, c'est bien, c'est souvent beau, mais à titre personnel, je suis toujours un peu sensible à ce charme des premiers jours. À la spontanéité. Oui, alors ça m'a pas empêché de continuer à faire vivre le festival ailleurs, d'ailleurs, parce que maintenant ça fait 15 ans qu'on est à Saint-Pierre, et d'essayer de l'améliorer au fil du temps, puisque c'était la moindre des choses. Voilà, en forgeant, on devient forgeron, donc on a essayé de s'améliorer dans notre métier de producteur de festival. Eh ben, c'était ma prochaine question. Ah. Alors, c'est difficile de te demander ça en 20 ans, mais du coup, 2 questions. Ouais. 1, est-ce qu'il y a 2 ou 3 moments clés que tu retiens de cette aventure de 20 ans? La deuxième question que moi je me pose, c'est pourquoi le festival a changé de ville, en fait? Alors, le festival a changé de ville puisque on allait faire notre édition, on s'apprêtait à mettre en place la billetterie, à annoncer la programmation au mois de mars, et il y a eu les élections municipales, et Thierry Robert a remporté les élections municipales. Moi qui étais Saint-Leusien, franchement, je ne savais même pas qui c'était. Donc je l'ai croisé 2 fois, il m'annonçait qu'il allait gagner, je dis tant mieux, mais peu importe. Et en fait, quand il a remporté les élections, j'ai essayé de le rencontrer assez rapidement pour lui dire, voilà, nous on va lancer le festival, est-ce que vous maintenez les engagements de l'équipe précédente? À savoir, c'est pas grand-chose, hein. Il y avait très peu de numéraire et de la mise à disposition des espaces en ordre de marche. Donc il y avait beaucoup de travaux, notamment du service environnement qui était à l'époque dirigé par Jacques Darbox et du service technique qui était dirigé par Karim Lechlech. Coup de pouce sur le festival, les aides autour du nettoyage, C'était le deal qu'on avait avec le maire précédent, Jean-Luc Brooks, et ça fonctionnait très bien. Et voilà, on produisait notre festival et on faisait ce qu'on voulait. Il n'y avait pas d'interférence politique, il n'y en a jamais eu d'ailleurs. À chaque fois qu'il y a eu tentative d'interférence politique, ça s'est mal passé. Et là, c'était la première. Donc en gros, lui, il avait sa vision à lui et il pensait que le festival, par mes connaissances, appartenait à la ville. Et donc, franchement, je crois que la ville ne mettait pas 1% du financement. Peut-être 2%, c'était rien. La participation financière numéraire de la ville. Donc on lui a simplement demandé de maintenir les engagements précédents. Et là, il a commencé à nous dire que c'était compliqué, qu'il n'y avait pas de sous. Il a fait une espèce de salamalek, comme il était aussi dans le conseil général. Donc il appelait les services du conseil général pour faire croire qu'ils allaient donner de l'argent, tout ça. Enfin bref, ça a duré. Puis à un moment donné, on a vu que ça n'allait pas passer. Enfin, les premières rencontres se sont mal passées. Et donc, je suis allé au journal télévisé d'Antenne Réunion à l'époque, qui était partenaire du festival, annoncer qu'on suspendait la billetterie, qu'on n'annonçait pas. C'était un moment très difficile, parce que c'était pas quelque chose qu'on avait anticipé. 90% du staff de l'époque du festival, on était tous Saint-Leusiens. Moi, je vis encore à Saint-Leu. Donc, le festival a déménagé, mais pas moi. Et donc, c'était quelque chose qu'on vivait pas très bien. Et donc, on a suspendu ça, parce qu'on pouvait pas mettre en place une billetterie et lancer la billetterie, annoncer, sans avoir un accord avec la ville d'accueil minimal, c'est-à-dire la mise à disposition des espaces et le maintien des engagements, en particulier techniques, pour faire ce qui était prévu. Par exemple, il y avait une scène qui s'appelait Le Plateau, qui était sur le terrain de basket en centre-ville. Et en fait, cette scène, elle posait des problèmes en matière de sécurité pour accueillir au moins 1500 personnes, ce qui était nécessaire. Passer de 1000 à 1500, c'était nécessaire pour l'économie du festival. Okay. Pour qu'on ait une jauge homogène entre la caserne, le plateau et dans le parc du 20 décembre, on fermait la partie couverte. On en faisait une salle. Je vois très bien. On avait fabriqué des bâches avec Orange pour fermer complètement et ainsi de suite. Et donc, ça faisait 3 jauges qui étaient homogènes. Et là, on pouvait avoir un pass qui circulait de l'une à l'autre. Et tout ce qu'il y avait, c'était découpé
dans le grillage du plateau une issue de secours supplémentaire et ça suffisait. Et en fait, c'était totalement réaliste et lui a voulu nous faire croire que c'était pas le cas, que ça allait coûter un bras, ce qui était faux, il mentait éhontément. Et en fait, on s'est rendu compte qu'il voulait introduire un bras de fer entre lui et nous pour dicter ce qu'il avait envie de faire. On l'a vu par la suite quand il a municipalisé la fête dans le chemin sur le tempo. On l'a vu par la suite quand il a retiré la gestion de la ravine Saint-Leu au séchoir pour la mettre au niveau de la mairie, avec la catastrophe économique pour le séchoir et une déliquescence de la ravine Saint-Leu depuis qui ne s'est jamais démentie. Tout ça, ce sont des erreurs politiques de Thierry Robert. J'en discuterai. C'est aussi pour ça qu'il y a un peu moins de concerts. J'ai l'impression qu'il y a un peu moins de concerts qu'avant à la ravine Saint-Leu, du coup. Bien sûr, en fait. Ok. Enfin, c'est là que ça prend sa genèse. Hein. Après, il y a d'autres choses qui ont... Voilà. Mais j'en parle là encore une fois sans rancœur et sans acrimonie. C'est-à-dire que ce que je dis là sont des faits, il y a des témoins, je peux en débattre avec lui et puis tout le monde a le droit de faire des erreurs et je pense qu'il en a fait une. Mais une fois que nous on était contraints, on est allé dire qu'on était SDF en gros. Et il y a 3 villes qui se sont positionnées pour nous accueillir et on a choisi Saint-Pierre. C'était qui les 3 ? Je pense que ce serait pas charitable que de dire qui c'était les 2 autres. En tout cas, c'est Saint-Pierre qui a remporté le lot, j'allais dire. En tout cas, parce qu'en termes de retombées économiques, j'imagine que c'est aussi très positif pour les villes qui l'accueillent malgré tout, parce que ça fait une attractivité notable. En fait, là aussi, ça a été très simple. Après le passage au journal télévisé, j'ai reçu un appel d'un monsieur qui s'appelle Denis Léonis, qui était l'ancien directeur de cabinet du maire Michel Fontaine. Et j'ai pas répondu. Il m'a laissé un message en me disant qui il était, et qu'il voulait me parler, qu'il était intéressé. Je l'ai rappelé et je lui ai dit, écoutez, il faudrait qu'on se voit. Il me dit, quand vous voulez. Je lui ai dit, demain matin. Il m'a dit, OK. Donc, le lendemain à 8h, je l'ai vu et on a commencé à visiter sur les 3 communes. La première chose qu'on a fait, c'était visiter pour trouver un espace. Sur Saint-Pierre, ensuite, une fois que j'ai trouvé un espace, j'ai rencontré le maire et on a discuté sur un certain nombre de choses. C'est-à-dire que on était en train de vivre quelque chose de douloureux, donc on voulait un soutien sérieux, important. On avait un délai très court pour réaliser un festival et donc on savait que c'était générateur d'un engagement fort, sinon on n'aurait pas réussi, à la fois du nôtre et de la ville. On était sur un nouveau terrain et on sait que les premières éditions sur un nouveau terrain sont toujours complexes. On était sur un changement de modèle puisqu'on passait d'un multisite à un monosite, un changement d'échelle, il y avait 5 scènes, enfin il y avait beaucoup de choses qui se créaient. C'est la naissance de la salle verte qui n'avait jamais été faite avant. Il y a plein de choses. On transforme le réchauffé qui était payant à la caserne, qui était devenu gratuit au parc du 20 décembre. On le transpose au quartier de Terre-Sainte sur un modèle en lien avec les assos. Enfin bref, on a repensé intégralement le truc et donc ça nécessitait un engagement fort. On était en train de vivre un traumatisme et donc on a demandé un engagement pluriannuel et le maire de Saint-Pierre à l'époque nous a proposé une convention sur 7 ans. Parfait. Donc vous, ça vous sécurisait pour les prochaines éditions ? Ça allait au-delà de sa mandature. Okay. Ça allait au-delà de sa mandature. Il y avait une façon de dire, quel que soit le résultat des prochaines échéances électorales, vous êtes assuré l'année d'après d'avoir un engagement. C'est-à-dire que nous, ce qu'on voyait derrière ça, c'était quelque chose qui nous protégeait de ce qu'on était en train de vivre. Très bien. Donc c'était très simple en fait. Voilà pourquoi et comment on est parti de Saint-Leu. Aujourd'hui, je pense que cette erreur du maire de l'époque nous a rendu service, puisque le festival a grandi, a pris la dimension qu'on lui connaît aujourd'hui. On aurait été sur un autre modèle à Saint-Leu avec beaucoup plus de contraintes. Je peux pas pousser les murs de la ravine Saint-Leu, ça fait 6000 places, ça fait 6000 places. Ce que j'allais dire finalement maintenant, c'est plus un modèle comme les festivals qu'on peut voir en Hexagone ou ailleurs, avec une grande scène qui a moins de difficultés finalement pour une jauge XXL et des sites plus proches les uns des autres finalement pour une circulation plus simple, quoi. Tout à fait. Et c'est l'intérêt du festivalier. Je rappelle que le festivalier devait acheter plusieurs billets pour voir plusieurs artistes. Tu n'envoyais que 3 avec un billet. Aujourd'hui, avec un billet, tu as accès à au moins 18 artistes par soir. Donc, d'un point de vue du pouvoir d'achat du festivalier, c'était quand même quelque chose plus intéressant, qui était déjà là aussi précurseur à l'époque. Et après 20 ans, du coup, pour toi, c'est quoi qui fait la différence et comment tu donnes envie au public de venir chaque année ? D'abord, de ce point de vue-là, on n'a jamais eu de certitude et on n'en a toujours pas. C'est-à-dire que c'est à la fois ce qui fait le charme et ce qui est un peu angoissant, on va dire, c'est qu'on joue la roulette tous les ans. Ouais. Tous les ans, on travaille du mieux possible pour offrir une programmation la plus belle possible, dans la limite de nos moyens, et la plus abordable et la plus intéressante possible pour les festivaliers. Mais le verdict, à l'arrivée, leur appartient.
Et ce qui compte le plus pour donner envie au public de venir chaque année, c'est quoi pour toi? Alors, ce que je pense aujourd'hui, c'est qu'on a un cœur de public. On sait qu'il y a toujours à peu près 15 000 festivaliers qui seront là. Quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive, parce qu'ils sont vraiment le noyau dur des fidèles du festival. Et ensuite, ça peut monter à 20, 25, 30, 31, 32. L'an dernier, je crois qu'on fait 43 000 festivaliers, 39 000 payants, en plus les gratuités, ça fait 43 000 festivaliers. C'est l'année dernière la plus grosse édition? C'est la plus grosse édition qu'on ait jamais faite, oui. Voilà, au moment où on se parle, c'est beau. On est pratiquement déjà aux 15 000 festivaliers à un mois du festival. Je pense qu'il y a plusieurs éléments. D'abord, on essaye de prendre soin de nos artistes, on essaye de prendre soin de nos festivaliers, de nos équipes. Les concerts démarrent à l'heure. C'est important. Ça a l'air de rien, mais en fait, les gens nous font confiance. Quand on a eu des coups durs et qu'on a annulé, les gens ont été remboursés. Il y a un climat de confiance entre les festivaliers, la population et le festival. Ils savent que voilà, on ne va pas partir en courant avec la caisse ou je sais pas quoi. On fait face à nos responsabilités, on l'a toujours fait. On essaye d'améliorer tous les ans les choses. Alors, les scènes bougent, il y en a plus ou moins selon les années, en fonction de nos moyens et des difficultés. On essaye de... Voilà, on est combatif au service de l'événement. Confiance, remise en question, finalement, vous remettez le titre en jeu chaque année à chaque festival. Ah oui, tous les ans, il y a un nouveau championnat qui démarre. Alors du coup, c'est difficile comme question, mais quel est ton meilleur souvenir lié au festival? Il y en a tellement. J'ai pas de meilleurs. J'ai beaucoup de très bons souvenirs. Ok. Si t'en retiens un, tu passe par la tête maintenant. Je peux pas en retenir un. Et en tous les cas, à Saint-Leu, il y a un moment magique qui a été le réchauffé hommage à Alain Peters. Ça a été un moment exceptionnel. Très sincèrement, mais il y en a plein d'autres. Et peut-être sur la dernière édition? Sur la dernière édition, mon Dieu, il y en a eu tellement. La présence de Flavia Coelho était extraordinaire. Elle a joué avec 4 ou 5 groupes, elle était partout. C'est une artiste qu'on a découvert il y a quelques années, qui est déjà venue plein de fois, qui est revenue plein de fois en dehors du festival, qui s'est créé un lien avec le public réunionnais et avec les artistes, et qui défend le festival, la Réunion, la musique réunionnaise, les artistes réunionnais. Elle et Victor sont des gens magnifiques. C'est des artistes que j'ai amenés aussi en Afrique du Sud. Donc c'est toujours les rencontres qui sont au cœur finalement de tes souvenirs. C'est encore le cas maintenant, et ça me fait plaisir. Pendant très longtemps, les journalistes qui venaient de l'extérieur ou les professionnels qui venaient de l'extérieur étaient frappés du nombre de rencontres qu'il y avait entre les artistes d'ici et d'ailleurs sur le festival, et qui est quelque chose qu'ils ne retrouvaient pas sur leurs propres événements. Il y a plus de liens à La Réunion, parce que c'est le cadre qui s'y prête aussi. Souvent, j'imagine qu'ils sont dans des hôtels proches ou dans les mêmes hôtels. Ce que j'entends, c'est que La Réunion permet un festival loin, comme ça permet de faire plus de rencontres entre les artistes et des connexions. Ouais, demande à Olivier Arras de l'Indigo, la rencontre avec Fixie, la rencontre avec... Trop bien. Comment il s'appelle, le guitariste d'FFF, qui a joué avec Baz aussi, et qui a joué avec Winston, qui a joué avec... Johnny Hallyday. Donc il y a des vraies connexions qui se créent. C'est ça, finalement, le souvenir que tu as, c'est que La Réunion porte bien son nom quand on parle des rencontres entre les artistes. Ouais, chez nous, c'est possible. Ça n'est pas préécrit, ça n'est pas fabriqué, c'est pas du préfabriqué. C'est des choses qui sont faites sans qu'on ait, nous, à tout maîtriser. C'est là. Ça se passe, des fois ça se passe pas. La petite étincelle. Mais il y a quelque chose qui est là, qui fait que, voilà. Il faut imaginer aussi que les artistes passent plus de temps chez nous qu'ailleurs. Nous, le festival nous coûte plus cher qu'ailleurs. D'abord parce qu'on a des frais d'approche, des billets d'avion et tout ça, mais parce qu'on héberge des artistes, qu'on les garde au moins un minimum de 2 nuits et ainsi de suite. Souvent, certains prolongent, restent pendant le festival. Même quand des fois il est prévu, je pense à Show Majosi l'an dernier, qui devait partir le lendemain de son concert et qui est jamais parti, qui est resté jusqu'au mardi d'après le festival et qui a rencontré les Woodbroads du Mozambique, qui a fait des morceaux avec eux, qui est rentré en studio avec Alexandre Saya et Stogiti, chez Christopher, enfin bref, et puis qui s'est éclaté avec la DJ soudanaise, enfin bref. Chez nous, c'est possible. Ça nous coûte plus cher qu'ailleurs, parce que ailleurs, en métropole, les artistes, ils font la tournée des festivals, c'est-à-dire ils sont dans un tourbus, ils viennent, ils jouent, ils repartent le soir même, pour la date d'après, et ainsi de suite. Il y en a même qui font 2 festivals dans la même soirée. Ouais, c'est en général, ça s'enchaîne, c'est-à-dire que c'est quasiment l'usine, et donc il n'y a pas le même rapport, il n'y a pas le même plaisir. En fait, on a dans notre attitude, ça fait aussi partie de notre ADN, on a souvent essayé de travailler à changer le cours d'histoire, à savoir faire de nos handicaps théoriques une force et un avantage potentiel. On n'y arrive pas tout le temps, mais c'est une attitude en tous les cas. Bon conseil.
C'est une attitude. C'est propre à La Réunion. C'est écrit dans la marque. C'est ça qu'il faut. C'est-à-dire, il faut essayer. Il faut y aller. Il faut tenter. Pas capable, les morts sans essayer. Donc, on y va. On essaye. Et c'est vraiment un point commun à La Réunion. C'est un peu ce sentiment que comme on est loin, on doit en faire plus pour atteindre les sommets. Parfait. Et ça, c'est quelque chose que je retiendrai. Alors, on a parlé des meilleurs souvenirs, donc des connexions, des rencontres qui se font. C'est quoi ton pire souvenir? Est-ce qu'il y en a un? On a parlé des difficultés liées au changement de ville. Est-ce qu'il y a quelque chose dont tu te souviens, une grosse galère ou... Franchement, le pire, je pense, ça a été le soir où on a dû annuler. C'est l'année où on a Stromae Grande Scène, le samedi soir. Le concert de Stromae est sold out 1 mois et demi avant. C'est la première fois et unique fois où on a eu des concerts sold out, mais 1 mois et demi avant, c'est la seule et unique fois où ça a été le cas. C'est la deuxième fois qu'il vient chez nous. Ça fait suite aussi à sa rencontre avec Césaria Evora, qui a eu lieu chez nous. Ah ouais? Oui. Wow. La chanson Ave Césaria, c'est grâce à sa rencontre avec Césaria qui s'est faite chez nous. Incroyable. Il le revendique, hein. C'est pas. Il raconte cette anecdote dans le premier livre qui est sorti sur lui, où il m'a laissé une page où les programmateurs racontent et tout, et moi c'est celle que je raconte et c'est la vérité. Magnifique. Et donc cette année-là, on a Mathieu Chédid qui ouvre le festival le vendredi soir. Il y a plus de 10 000 billets de vendus. On est sold out avec plus de 17 000 billets vendus le lendemain avec Stromae. Et on a Cassav le dernier soir où on est déjà à 3-4 000 billets de vendus. Donc on part sur une année qui va être exceptionnelle. Tous les signes sont au beau fixe. On est le jeudi soir, veille de l'ouverture, il fait beau. Toutes les scènes sont montées, on est dans les timings, on est bien. Et avec une bonne partie de l'équipe, à l'époque, on faisait la clôture du Yoma dans la rue Babé, avec 2 scènes en bas, en haut. Et on était dans un restaurant de Saint-Pierre et on se détend, on se relâche. Et moi, j'ai un petit sentiment d'angoisse en me disant hey, on se calme, attention, faudrait pas s'emballer. Et tout le monde me dit ouais, c'est bon, calme-toi, toi-même détends-toi, on est bien, apprécie. Et le lendemain, alors qu'on a un deal avec Météo France, on a des stations, on surveille tout ça en permanence, on se prend un front froid non annoncé qui sort de nulle part. Et là, on a une combinaison à la fois de vents qui vont au-delà de 70 km/h et donc avec l'obligation légale d'abaisser les 7 et surtout, donc 70 en rafale, mais donc c'était pas la majorité, il y avait des vents de 40, 50, 60 km/h. Mais surtout, il y a aussi de la pluie. Et vent plus pluie inonde la majorité des scènes. Et on ouvre quand même le site. Il y avait un groupe breton, je crois que c'est Témétan, qui jouait sur le Vince Corner, la scène à l'entrée, qui maintenant est devenu le Fnac Corner. Et je crois que c'est le seul groupe qui a joué, parce que derrière, dans la foulée, Yann vient me voir, il me dit « Jérôme, il faut qu'on baisse la scène de fil à eau, on fait des diagnostics, je vais au PC sécurité et je fais descendre mon assureur, je suis en lien avec Loïc Armand, qui est à l'époque sous-préfet de Saint-Pierre, et qui prend la décision d'annuler. Et ça a été vraiment... Le pire souvenir, c'est la fermeture, pas le choix, quoi. Ouais. Et là, on a quand même 3-4 000 personnes qui sont déjà sur site et il faut gérer ça et c'est très, très compliqué. Ok. Alors, pour parler de quelque chose d'un peu plus léger, est-ce que tu te souviens d'un caprice de star? Toi qui es dans les coulisses du festival. Pas vraiment, non. Pas vraiment. J'ai pas. C'est anecdotique, quoi. Ouais, c'est anecdotique. Non. Non, tu préfères garder les bons souvenirs. Ouais, en fait, souvent, en fait, on dit les stars ont des demandes, des choses comme ça, mais c'est très souvent plus l'entourage des stars, entre guillemets, ou des artistes, hein, c'est pas valable que pour les stars, hein, d'ailleurs, les demandes particulières. Faut pas croire. Il y a parfois des artistes qui sont pas du tout des stars et qui ont déjà des demandes un peu chiantes, quoi. Et c'est souvent l'entourage qui aurait tendance à surprotéger ou à surdemander pour s'assurer d'avoir plus que l'artiste lui-même, quoi. Et l'artiste lui-même est pas plus compliqué que ça. Tu en as un peu parlé au début de l'interview. Comment le festival contribue à la promotion de la culture réunionnaise, selon toi? Alors, d'abord, je pense que c'est avant tout la possibilité de faire jouer des artistes face à un public nombreux au démarrage, parce que c'est de plus en plus vrai, parce qu'il y a de plus en plus de monde, et que les gens vont voir les artistes sur toutes les scènes, et pas uniquement sur la grande scène. Donc, la première chose, ça a été de donner un traitement équivalent. Ouais. Les scènes sont les mêmes pour tous les artistes, qu'ils soient d'ici ou d'ailleurs. Et le traitement et l'accompagnement technique et l'accueil, la prod est identique pour tout le monde.
Par ça, j'entends que les traitements, y compris médiatiques, la fenêtre médiatique pour les artistes, on a le même traitement, voire un peu plus pour les artistes locaux et de l'océan Indien, parce que ils sont très nombreux dans le festival, ils l'ont toujours été. J'ai souvent l'habitude de dire, il y a plus d'artistes réunionnais dans le Sakifo qu'il y a d'artistes bretons dans les Vieilles Charrues. Et quand je dis ça, ça ne veut pas dire que les Vieilles Charrues font rien. Au contraire, ils ont des programmes d'accompagnement des artistes émergents. Ce sont des amis, ce sont des modèles. C'est des événements qui accueillent nos artistes aussi. Voilà. Mais c'est vrai que nous, on s'est construit comme ça et on a ce souci-là. Et donc, on a accompagné la progression des artistes à ce niveau-là, d'un point de vue technique, d'un point de vue professionnel, en les traitant comme ailleurs, voire mieux qu'ailleurs. Hein. Et justement, comment se déroule la sélection des artistes ? Alors, ça a beaucoup évolué. Pendant très longtemps, j'ai fait la programmation. Pendant très longtemps, je l'ai aussi programmé en partageant avec mes collaborateurs. Ça, je crois que je l'ai à peu près tout le temps fait à l'époque avec Nathalie qui m'en dédiait, qui est maintenant au Cabardoc, mais par la suite avec Fanny Vidal, qui était chargée de production, avec Sève, avec Myriam Caramonti, enfin bon, bref, avec mes équipes. Il y a eu une période où j'ai pris un peu de distance avec la programmation. Et puis, ces 2 dernières éditions, j'ai fait le choix de travailler avec un professionnel belge, qui est un ami qui vit avec une jeune femme réunionnaise depuis de très nombreuses années, qui était programmateur jusqu'à l'an dernier d'un très gros festival en Belgique, qui était le Festival de Dour. Ah oui, un des plus gros d'Europe. Oui, un des plus gros d'Europe, 300 groupes programmés par an. Et Alex a développé un logiciel d'aide à la programmation qui s'appelle Booker, parce que c'est aussi un geek. Et donc, il est très dans les nouveaux outils. Et on échange sur ces outils-là depuis longtemps. Et puis, je lui ai dit, écoute, moi, ce qui m'intéresserait, au-delà de travailler avec ton outil, c'est aussi de travailler avec toi, mais pas en tant que programmateur uniquement, en tant que programmateur un peu en chef d'un comité de programmation que je voudrais créer avec 3 hommes, 3 femmes. Et donc, depuis 2 ans, on a un comité de 6 personnes. Il fonctionne un peu parfois comme des trucs de jeu de rôle où, selon une scène, quelqu'un va prendre le lead de la programmation de cette scène-là. Et quelqu'un d'autre va le challenger, va être un peu la mouche du coche en disant mais pourquoi tu choisis un tel, et voilà. Quelqu'un d'autre va avoir un regard sur le maintien dans les enveloppes budgétaires. Quelqu'un d'autre va avoir le rôle de veiller aux équilibres auxquels on est très sensible de parité homme-femme, et, même si on n'y arrive pas tout le temps, parce qu'on n'est pas responsable de l'offre qui nous arrive. Tout à fait. Mais c'est un souci qu'on a en permanence. Et bien avant que ça soit un sujet, il suffit de regarder les 20 ans de programmation, ça a toujours été le cas. Ce que j'entends, c'est que ça se professionnalise au bout de 20 ans. C'est quelque chose qui devient de plus en plus sérieux parce que, justement, l'événement prend de l'ampleur. Alors, d'abord parce que l'événement prend de l'ampleur, mais pas uniquement parce que l'événement prend de l'ampleur, aussi parce que le capitaine prend de l'âge. Et que ce qui compte... d'abord, très simplement, je crois que je suis le plus vieux dans le comité. Et donc, déjà, ça dit quelque chose. C'est-à-dire il faut que ça reste actuel et donc il faut que le comité soit capable aussi de faire une offre qui correspond au public. Tout à fait. J'ai jamais voulu être un vieux crouton qui reste accroché à son truc. Je suis au contraire depuis toujours préoccupé par le sens de l'histoire et la transmission. Et donc, charité bien ordonnée commence par soi-même. Ça commence par un partage des responsabilités avec ses équipes et voilà. Alors, je prends la balle au bon parce que tu en as parlé rapidement. Moi, j'aime bien, évidemment, c'est une interview, j'ai envie d'avoir les coulisses. Aujourd'hui, est-ce que tu peux nous dire quel a été le plus gros cachet d'artiste ? Parce qu'il y a des frais d'accompagnement. Alors, 2 questions. Déjà, est-ce qu'ils sont payés pareil que dans les festivals en Europe, sachant qu'ils ont, entre guillemets, l'avantage de venir aussi à La Réunion ? Et quel a été le plus gros cachet aujourd'hui en 20 ans de festival ? Alors, je vais essayer de répondre dans l'ordre. D'abord, l'avantage de venir à La Réunion, ça n'est pas un avantage. Ok. C'est le cas pour eux d'un point de vue pécunier. Sur le week-end du Sakifo, il y a plein d'autres festivals en face de nous en métropole. Okay. Et dans le week-end, le même artiste va avoir 3 cachets au lieu d'1. Premièrement. Très bien. Deuxièmement, on a des règles qui sont valables depuis toujours. Et même les plus gros noms qu'on a accueillis sur le festival n'ont jamais dépassé 100 000 euros. Okay. Et quand je dis n'ont jamais dépassé 100 000 euros, les plus grandes stars qui sont venues n'ont jamais dépassé 100 000 euros, cachets et billets d'avion inclus. Frais d'approche inclus. Très bien. Ce qui veut dire que les plus gros noms d'artistes, stars, on va dire, qui sont venus, ont fait d'énormes sacrifices. Tous. Ils ont tous accepté de venir pour un tiers, parfois, un tiers, la moitié, en tous les cas, toujours moins d'argent que ce qu'ils prennent comme cachet sec en métropole, puisqu'on fait valoir nos charges.
déjà. Ouais, tout à fait, parce que j'ai vu que tu avais programmé SCH pour les francopholies et un cachet normal d'SCH, c'est 250 000 à 300 000 euros. Alors déjà, le montant total des cachets des francopholies, c'est pas ça. C'est moins que ça. Okay. Donc, inutile de te dire qu'on peut pas donner ça à SCH. Et SCH le sait. Les artistes qui viennent chez nous savent notre économie, savent le travail du festival, l'ADN du festival, et font le choix de venir sur le festival, d'accepter de travailler dans l'économie du festival. C'est beau, je trouve. Alors, je sais pas si c'est beau ou pas beau, mais c'est une règle sur laquelle on n'a jamais triché. Donc, quand on entend dire que le festival est fait pour donner de l'argent aux artistes dehors, c'est faux. Il y a des artistes réunionnais aujourd'hui qui coûtent plus cher en cachet que des artistes de l'extérieur. Très intéressant à savoir. Mais c'est pas de cette année, hein. Ouais. Ça a toujours existé. On a aussi accompagné des parcours d'artistes réunionnais depuis leur découverte, parfois jusqu'à... Je reprends l'exemple d'Olivier Arras. Quand on a investi sur les 20 ans du concert de l'Indigo, avec la création, on a produit cette création et elle nous a coûté pas loin du plafond que j'évoquais précédemment. Ok. Parce qu'il a fallu des répétitions, il a fallu faire venir des gens, il a fallu faire voyager. Mais c'est aussi une création qu'on a vendue aux Vieilles Charrues, par exemple, qu'on a vendue sur 3 autres festivals de la fédération de concerts dans lequel on est. Et donc, on a généré une économie de producteurs, cette fois-ci. Mais on avait mis, je peux le dire, on avait mis 80 000 euros sur cette création. On est allé chercher, et pas des subventions, on a investi. On est allé chercher des moyens à la Spédidam, auprès du réseau, et ainsi de suite. Ça a été, là aussi, un objet professionnalisant. Et c'est parti d'une rencontre, hein. On s'est croisés à l'aéroport, on prenait l'avion, Olivier, sa femme, et moi et la mienne, on partait en métropole, et lui aller en tournée, et il me dit ouais, l'an prochain je fais les 20 ans de l'Indigo, je fais un truc avec toi. Je dis ok, top, là on y va, et puis on a échangé tout l'été et c'est parti comme ça. Donc il n'y a pas de fantasme à avoir. Pas de fantasme et pas de secret. Bah merci d'être transparent parce que c'est aussi quelque chose qui est intéressant. Et justement, pour discuter des coûts, quelle est la répartition finalement des coûts du festival entre les artistes, la logistique, la sécurité, le lieu? Ça dépend des années. Ok. Cette année on est sur un festival avec une masse salariale qui est très importante. Ok. Combien de personnes travaillent à plein temps sur le festival? Je sais plus, à force. À l'année, il y a plus d'une dizaine de permanents uniquement sur le festival, okay. Directement, mais indirectement plus, parce qu'il y a par exemple, toute la coordination administrative et financière aujourd'hui est faite au niveau de la holding, donc de fait, la holding gère aussi le festival, la directrice générale, la directrice administrative, la comptable, tout ça s'additionne. Donc en gros, il y a quand même, on peut dire, une vingtaine de personnes dont l'avenir professionnel dépend du succès du festival à l'année. Et sur le festival lui-même? Sur le festival, il y a 300 ou 400 personnes qui travaillent. Ok, magnifique. Non, c'est assez important. Et donc voilà, on est globalement sur une période post-Covid avec une augmentation systémique des charges tous les ans. On est sur une édition qui va être complexe, là où on pouvait équilibrer... Est-ce que vous dégagez des bénéfices du coup à la fin? De toute façon, si on ne dégage pas de bénéfices, on est très mal parce que les remboursements des emprunts liés au Covid, on en a jusqu'en janvier 2028. Donc, pour nous, le Covid, il n'est pas fini. Ah ouais. Je pense qu'on pourra tourner la page du Covid. Voilà, normalement, décembre 2027, on devrait voir la fin. Janvier 2028, dernière échéance. Donc encore quelques éditions pour rattraper le retard. Tout à fait. Sachant qu'en plus, on a eu des éditions comme en 2022, qui était une très belle édition, mais où on a perdu énormément d'argent. Gros déficit. Tu as presque répondu, puisque j'ai compris qu'il y avait une holding et que du coup il y avait une répartition des coûts et de ces différents postes. Pourquoi avoir créé les francopholies après les Sakifo? Donc on a bien parlé du Sakifo, on a bien vu 20 ans d'histoire aussi liée à la culture réunionnaise. Et aujourd'hui, donc il y a les francopholies qui sont arrivées. Je sais que c'est la même équipe qui les programme. Oui, pourquoi les francopholies? Pour une raison très simple. Il m'a semblé, à l'époque, sentir au niveau du public une appétence de plus en plus forte vers l'international, vers des artistes internationaux. Le Sakifo est quand même venu satisfaire avant tout une frustration de sa naissance, c'est-à-dire amener au public réunionnais des artistes auxquels il n'avait pas accès. Okay. En plus de valoriser les artistes locaux, ces gens venaient voir et viennent voir des artistes qui, pour un ticket modeste par rapport à ce qu'ils paieraient en métropole ou ailleurs, il y a cette accessibilité de la programmation au public qu'on a toujours souhaité. Et j'ai senti que tout ça s'internationalisait beaucoup. Et que la place, tu mentionnais Corneille, on pourrait parler d'Ismaël Lo, la place des artistes francophones dans la programmation
quelque part, au fil des années, diminué. C'était aussi un phénomène qui n'était pas que réunionnais, mais national. Oui, tout à fait. Et donc, en voyant ce phénomène-là, j'ai eu le sentiment qu'il y avait nécessité à la fois d'accompagner ce mouvement qui est l'appétence légitime des festivaliers et du public, et une étape dans leur parcours de découverte culturelle, cette appétence pour l'international, qui est cohérente avec notre volonté de promouvoir les artistes du grand océan Indien, donc de l'Australie à l'Afrique du Sud, au Mozambique, et ainsi de suite. Donc tout ça est très cohérent au sein du Sakifo. On a conservé quand même des artistes francophones, mais ils se sont retrouvés au fil du temps un peu moins nombreux. Et donc, moi, j'ai toujours aimé les francopholies de La Rochelle, et j'ai toujours pensé que du coup, on pouvait faire d'une pierre deux coups, c'est-à-dire à la fois avoir un écrin dans lequel les artistes réunionnais pouvaient se sentir bien, qui était à l'espace de francophones, et par francophone, j'entends nos francophones à nous, qui peuvent très bien être créolophones. Donc on a des francopholies qui sont très ouvertes, artistiquement, et même au niveau de la langue. On accepte qu'un artiste puisse chanter en anglais à partir du moment où il est issu d'un pays francophone. Ok. Donc la grande différence, finalement, c'est dans la programmation 100% francophone et associée dans les francopholies et plus internationale dans le Sakifo. C'est ça qui a créé cette envie? C'est ça qui nous a donné envie de solliciter les francopholies. C'est nous qui l'avons fait. C'est nous qui avons sollicité Gérard Pont pour lui dire « Je voudrais développer les francopholies à La Réunion ». Ça, c'était le premier aspect. Le deuxième aspect, on en parlait, au fur et à mesure que tu te professionnalises et que tu installes des gens dans des parcours professionnels, ta masse salariale grandit. Et le festival a toujours eu cette ambition d'aider à structurer la filière et donc de ce fait de créer des emplois, de pérenniser des emplois, de faire naître des métiers. Quand je disais au séchoir, on a inventé le chargé de développement des publics à l'époque, ça n'existait pas. Donc c'est toujours cette volonté d'innover, d'installer des parcours professionnels. Bon nombre de gens qui travaillent dans les salles de spectacle ou dans les autres événements aujourd'hui sont sur l'île, ont transité à un moment ou un autre par l'équipe du Sakifo. C'est l'école de la culture réunionnaise, un petit peu. C'est une grande famille. On n'est pas non plus très très nombreux et voilà. Donc, si à un moment donné le festival a pu servir de marchepied, de tremplin, voilà. Moi, je garde très très large majorité des cas d'excellentes relations avec mes anciens collaborateurs ou mes collaboratrices. Et c'est important. Ce rôle-là aussi, il est aussi dans l'appellation de la marque, c'est-à-dire que ce travail sur la professionnalisation est important. Et le public est au rendez-vous. Est-ce que c'est le même public dans les deux festivals? Il y a une partie du public qui se croise parce que ce public aime les festivals. Il y a une partie du public qui est plus spécifique parce que les festivals sont aussi différents dans leur format. C'est quoi les principales différences? Sur un Francophonie tel qu'il s'est installé à Saint-Paul maintenant, et on est sur un festival qui est multisite, un peu plus sur le modèle de La Rochelle ou de l'ancien Sakifo, avec un site principal qui est la Clairière, le théâtre de Saint-Gilles qui a 900 places et l'espace qui a 140 places et des concerts gratuits et ainsi de suite. Là où à Sakifo, on est sur un gros monosite avec 6 scènes cette année. Donc, ne serait-ce que ça, c'est différent. Sur un Francophonie, on va avoir en scène principale un maximum de 4 artistes par soir. Okay. Il y a beaucoup plus d'artistes sur un Sakifo que sur un Franco par soir. Donc, l'enjeu, c'était de développer l'offre des festivals à La Réunion et d'axer un peu plus sur la francophonie. Donc, hyper clair. Oui, il fallait qu'il y ait une complémentarité aussi. Pendant longtemps, les gens... Ça se marche pas sur les pieds, quoi. Oui, mais les gens ont toujours pensé que on mettait potentiellement un Sakifo en danger. Non, si les gens aiment le Sakifo, c'est au Sakifo de se faire aimer par les gens. Et tant que les gens aimeront le Sakifo, les artistes aimeront y jouer, les publics aimera y venir, le Sakifo pourra exister, vivre. Alors, il évoluera artistiquement, techniquement, physiquement. Bon, voilà, ça c'est la vie d'un événement. Mais c'est valable pour les Franco, c'est valable pour les électropicales, c'est valable pour le festival de hip-hop, c'est valable pour les festivals de jazz. Pendant longtemps, il n'y en avait plus, maintenant il y en a 2. Enfin voilà, il y a de la place pour plein d'événements. Il y a eu de très très belles tentatives. Je pense à Jean-Max Figuin, quand il a créé le festival Là-haut, qu'on l'a accompagné sur ce travail-là à Sillaos, où il y avait 3000 festivaliers à Sillaos, les dernières éditions. 3000 personnes à Sillaos, c'était fabuleux. Il faut le faire. Oui. Et alors, on arrive à la fin de l'interview. Quels sont les projets d'avenir pour le festival Sakifo? Puisque c'était... moi, je voulais faire un focus sur les 20 ans du Sakifo après s'être baladé un peu du côté des francophonies. C'est compliqué de répondre là, aujourd'hui, à cette question.
D'abord parce que faut déjà qu'on voit comment va se passer l'édition qui arrive dans un mois, moins d'un mois maintenant. C'est vraiment, chaque année, on remet la ceinture en jeu, quoi. Oui. Oui. Et puis, comme je le disais aussi, on vit une période qui est très compliquée, avec une augmentation des charges que tout le monde constate dans tous les autres domaines, avec un environnement national et international qui est compliqué, une montée des extrêmes qui nous fait peur au niveau national, et pas que chez nous, mais un peu partout dans le monde. Et ça nous inquiète, ça nous fragilise sur nos valeurs. Et on ne peut pas imaginer, d'abord on espère que les gens ne mettront pas ces gens-là au pouvoir, on l'espère sincèrement, même si le festival n'est pas politique, nul doute que tous dans les équipes on partage cette vision-là. En tous les cas, c'est pas dans notre ADN que d'avoir des gens qui se construisent sur le populisme. Donc cette situation nous inquiète. Le contexte international post-Covid, qui était déjà un traumatisme important, nous inquiète aussi. Malgré le fait qu'il y ait une augmentation et une édition record ? Oui, parce que en fait, quand on voit les recettes, il faut voir aussi les charges. Et donc, ça met en péril le modèle économique, quoi. L'exercice 2022, on avait fait un score qui, à l'époque, était plus qu'honorable, puisqu'on avait passé la barre des 32 000 festivaliers. Je crois que on était sur les mêmes chiffres que 2018 ou 2019. En 2018-2019, avec le nombre de festivaliers qu'on a fait en 2022, on dégageait un bénéfice. En 2022, avec ce même nombre de festivaliers, on a fait un déficit qui est le plus important que toutes les éditions précédentes réunies. Ah ouais, ok. Donc, on s'est pris une claque et on arrive après une édition 2021 qui est la première post-Covid où le festival a eu lieu en décembre dans un climat Omicron très complexe, avec les autorités de l'époque qui ont interdit les pique-niques et autorisé le sac il faut. Les gens nous en veulent, comprennent pas, à juste titre d'ailleurs, parce que voilà, c'est compliqué à comprendre. Je me souviens, j'étais à La Réunion. Même en même temps, cette espèce de double injonction, elle est compliquée à recevoir, y compris pour nous. Sauf que nous, on se retrouve à devoir assumer ça, c'est compliqué. Donc 21, très très dur, moralement, intellectuellement, physiquement. 22, on fait une belle édition magnifique qui aurait été une édition quasi record les années précédentes, mais on perd des sommes monstrueuses. 23, c'est qui tout double, et on rattrape une partie de ces pertes. 24, on va le savoir là, il nous faut à tout prix rattraper l'autre partie des pertes pour retrouver quelque chose d'à peu près stable, tout en sachant qu'on a en plus des charges à rembourser d'emprunts qu'on a fait. Donc l'avenir, il est incertain. Donc... Il est fragile. Voilà, on tire le meilleur, mais... Il a toujours été fragile. À chaque fois, on n'a jamais eu, en 20 ans, l'occasion de se dire, bon, ça y est, on est posé. Vraiment. Jamais. Et ça commence à devenir un peu difficile, surtout pour moi, qui vieillit. Et donc, j'ai très présent à l'esprit ce souci de préserver mes équipes dans une logique de transmission de tout ça. C'est-à-dire, parmi les questions que je me pose aujourd'hui, c'est quel type de modèle est pérenne, est viable et va permettre aux équipes de travailler dans des conditions plus pacifiées, plus normales. Je pense pas qu'il faille qu'elle soit 100% tranquille parce que je pense... Oui, ce que j'allais dire, c'est aussi le fait que vous travaillez sur de l'événementiel. Exactement, c'est l'ADN de nos métiers, que de prendre des risques, que d'être ambitieux, que de faire des choses et des fois de gagner, des fois de perdre. Bon, ça fait partie de l'ADN, mais il y a des limites à ça quand même. C'est-à-dire qu'il faut aussi... on parle tous en ce moment de bien-être au travail, de réflexion RSE, de choses auxquelles on s'intéressait déjà avant le Covid. Et maintenant, on a repris ces logiques-là, qui sont le sens de l'histoire, je crois. Voilà, moi j'ai beaucoup ces choses-là à l'esprit et on fait des métiers qui sont des métiers usants, voilà, qui sont des métiers complexes et qui se sont complexifiés. Souvent, les gens parlent dans une discussion de café du commerce, quels que soient les corps de métier, des agriculteurs et tout ça, d'un monde qui s'est bureaucratisé, où il y a de plus en plus de règles, de plus en plus de normes. Moi, je donne souvent cet exemple-là. Quand j'ai créé le festival il y a 20 ans, j'avais un dossier de sécurité qui faisait 16 pages. Aujourd'hui, il fait 220 pages. Ah, c'est symptomatique. C'est le sens de l'histoire. Alors, ça ne veut pas dire qu'on est réfractaire à ça. Non. On a accompagné ce mouvement-là aussi qui s'est professionnalisé et on sent bien l'importance et l'intérêt. Quand on est producteur de spectacle, il faut le savoir, on est détenteur d'une licence d'entrepreneur de spectacle et on engage sa responsabilité. Donc, j'engage la mienne depuis déjà de nombreuses années. Donc, évidemment, la sécurité, c'est un poste sur lequel on lésine jamais. Parce que qui a envie de faire ça ? C'est le plus important. Ouais. Mais voilà, tout ça, c'est devenu un peu plus dur, ce qui fait que on est sur des équilibres fragiles. On échange beaucoup, à la fois avec nos partenaires privés, mais aussi institutionnels, avec les artistes, avec les équipes, sur toute cette réalité-là.
Parce que, voilà, c'est complexe. Mais j'ai envie de dire, vous m'interrogez là-dessus, je vous réponds. Mais je pense que si vous interrogez des agriculteurs, ils vous diront qu'ils ont la même aussi chose à faire face à des complexités. Je pense que si vous interrogez le BTP à l'heure actuelle à La Réunion, ils vous diront la même chose. Tout le monde, c'est pas propre à notre métier uniquement. Dans notre métier, on a un peu plus souffert du Covid que dans plein d'autres métiers. Et surtout, les gens n'ont pas conscience que pour nous, c'est pas fini. Il va nous falloir du temps pour s'en remettre. Comme tu l'as dit, finalement, le défi maintenant aujourd'hui, c'est de, en même temps, rester sur la crête pour que ce soit un événement qui soit toujours aussi excitant, mais dans le même temps, se stabiliser pour être plus serein sur l'avenir du festival. Mais c'est intéressant de savoir que finalement, l'équilibre même du festival, il est remis en jeu chaque année. Et c'est pas propre au Sakifo. Non. Parce que quand on voit d'autres festivals comme les Solidays, par exemple, ici à Paris, il disait que finalement, s'il l'annulait à cause des JO, ça pouvait mettre en péril toutes les autres éditions. Je vais vous donner l'exemple des Vieilles Charrues. Tout le monde est fier d'avoir un des plus gros festivals d'Europe. 2 choses sur les Vieilles Charrues. Et je les salue, ce sont des amis. La première, quand je discute avec Jérôme Fréorel, il faut qu'il fasse 93% de remplissage pour équilibrer. C'est énorme. Ouais. La deuxième, dans ce contexte où c'est déjà très complexe pour lui et ses équipes de construire une alchimie artistique qui va séduire un nombre important et ainsi de suite. Qui donne envie, ouais. Ce sont des équilibres budgétaires, stratégiques, techniques, artistiques, tout ça qui sont complexes à maintenir. Il est déstabilisé aujourd'hui par une polémique avec le maire de Carhaix, qui pourtant est un des fondateurs et qui, à mon avis, règle des problèmes d'ego vis-à-vis du festival et aujourd'hui met en danger le festival. Donc peut-être, on parle de Vieilles Charrues à Carhaix en Bretagne, un des plus vieux et des plus symboliques des événements en France, qui peut-être est sur sa dernière édition. Ouais. Ce que j'entends, c'est que c'est inhérent au modèle des festivals. Finalement. Oui, mais il y a quelque chose quelque part d'un peu inacceptable derrière ça aujourd'hui. On est en 2024. Les événements, les festivals ont fait la preuve de leur utilité économique, sociale, sociétale. Et on vit dans un monde qui, de mon point de vue, a encore plus qu'hier besoin de liens sociaux, d'ambition collective, de fraternité et d'acceptation de l'autre et de diversité. Et donc, c'est quelque part un peu inadmissible que lorsqu'un monument comme les Vieilles Charrues soit encore, avec son histoire, avec son vécu, avec son identité, mise en danger par les vues d'une personne. Il n'y a pas beaucoup de métiers où on accepterait ce genre de données-là, quoi. Et ça devient un peu inacceptable, quoi, quelque part. Ouais, tu vois qu'il y a une différence en tout cas et que la culture est souvent remise en question, quoi. C'est ça que tu es en train de me dire. On va terminer avec un petit jeu et une question qu'on pose à chacun de nos invités. Combien d'allers-retours tu fais entre la Réunion et l'Hexagone chaque année ? Avec la Réunion et l'Hexagone, peu. Je fais plus d'allers-retours ailleurs que dans l'Hexagone. Ok, combien par an ? Je compte pas, mais ça dépend des périodes. Depuis quelques temps, pas tant que ça. Mais j'ai eu une période où j'en faisais beaucoup. Ok. Notamment pour aller voir d'autres festivals. Pour aller voir d'autres festivals. Et puis, il y a eu aussi toute l'aventure, tout ce qu'on a développé en Afrique du Sud, qui est un pays pour lequel j'ai un amour et une fascination particulière et où je pense qu'on a des axes Réunion-Afrique du Sud à renforcer qui sont des axes stratégiques. Et Océan Indien, qui est encore peu répandu. Oui, c'est l'aventure du IOMA, du Indian Ocean Music Market et du Grand Océan Indien. Je pense qu'on a une communauté de destin à construire. Par exemple, si je te cite Ben Harper, Damian Marley, Aloe Black, ces artistes-là, on ne les aurait jamais eus à La Réunion aux conditions auxquelles on les a eus si on n'avait pas produit les concerts en Afrique du Sud et à Maurice. C'est parce qu'on a fait ces concerts et qu'on a créé ces mini-tournées que ces artistes sont venus chez nous. Très intéressant. Créer des ponts... Pour Damian Marley, on a fait 4 concerts sur les 6 dates que comportait la tournée africaine. On en a produit 4. Et on a été négocié directement à Los Angeles avec les agents américains, ce qui veut dire qu'au lieu d'acheter aux Français qui eux-mêmes achètent aux Anglais, qui eux-mêmes achètent aux Américains, on est allé direct à la source. Donc on a abaissé les charges, a mutualisé. Et donc en fait, l'avenir du Sakifo, mais comme des autres événements dans notre partie du monde, l'avenir, c'est cette communauté de destin qu'on sera en capacité de construire ou pas. On a, je crois, un devoir face aux générations futures de construction à plus d'un titre de cette communauté de destin, que ce soit pour favoriser le rapprochement des peuples, et les artistes sont des médiums extraordinaires pour ça,
que ce soit pour optimiser les moyens financiers qu'on a et faire face à l'évolution du reste du monde, mais aussi pour lutter efficacement contre le réchauffement climatique et optimiser le bilan carbone. Aujourd'hui, un artiste qui fait Paris-Réunion aller-retour, si demain matin il faisait une tournée dans tout l'océan Indien, ce bilan carbone serait mutualisé sur l'ensemble des opérateurs et serait beaucoup plus profitable et moins impactant. Donc on travaille aujourd'hui sur des programmes recherche et développement. On est en train de travailler à créer des outils à base d'IA et d'autres choses pour fédérer et mutualiser les tournées d'artistes sur les opérateurs du Grand Océan Indien. C'est pour ça que, par exemple, là, j'étais en Australie. Donc, je passe plus de temps en sud-sud, on va dire, qu'en nord-sud. Donc, voilà. 1 à 2 fois par an en métropole, mais guère plus. Très intéressant. Et finalement, tu as répondu à la question de quel avenir tu voyais pour le Sakifo, puisque au-delà du Sakifo, on voit bien que c'est vraiment la structure qui a été construite autour du Sakifo, autour de la production culturelle, qui va écrire l'avenir de la face visible de l'iceberg qui est Sakifo et son festival. Donc super intéressant. Dernière question, c'est la question qu'on pose à tous nos invités de Bas de Carré. Et je pense que ça sera le 50e épisode ou 48e épisode qu'on va faire ensemble quand il va sortir. Quel Réunionnais ou Réunionnaise devons-nous absolument tous connaître ? Oh, il y en a tellement. Tu peux en dire 3, hein, voilà. Alors, il y en a 2 que j'aime beaucoup et qui sont amis. Donc, c'est Marie-Alice Sinaman et Guillaume Moirot. Très bien. Qu'on n'a pas encore eu au micro, mais ça nous donne des idées. Bah voilà, j'aime énormément ces 2 personnes-là et je vous encourage à aller les interviewer. Voilà, je pense que vous avez eu Maya Kamati. Tout à fait. Alexandre Saya, qui est un jeune artiste réunionnais extrêmement talentueux, producteur de musique électronique et traditionnelle mélangée, avec qui nous on travaille. Okay. Et donc, je prêcherai pour sa paroisse, parce que c'est un garçon brillant. Donc, tu dirais la nouvelle génération, quoi. Ouais, je pense que de toute façon, il y a une génération, les Graines Sémé, les Saoudage, les Maya Kamati, Alexandre Saya, il y en a plein qui sont super intéressants. Donc, voilà, pour parler des artistes. Moi, il y a quelqu'un que je trouve absolument d'une magnifique générosité et qui incarne une Réunion que j'aime profondément. Je pense à Jean-Louis Prianon. Ok. Tu peux nous le présenter en 2 mots ? Bah, c'est un sportif qui a été athlète, donc qui faisait de l'athlétisme, qui n'est pas un sport le plus médiatique qui soit, qui a fait 4e aux Jeux Olympiques. Je crois qu'il va être un des porteurs de la flamme. C'est quelqu'un qui est très engagé sur l'insertion, le social, et qui a une générosité énorme. J'aime énormément cette personne, même si je parle de quelqu'un que je vois peu finalement. Oui. La question était là, hein. Il y en a beaucoup qui répondent sur des Réunionnais qui nous ont quittés, donc très content que ce soit un athlète. En plus, c'est une transition parfaite vers toutes les choses qui vont se passer autour des JO et la première fois que la flamme olympique sera sur la terre réunionnaise. Eh ben Jérôme, merci pour cette interview où on a beaucoup discuté sur les 20 ans du Sakifo notamment. Je te remercie aussi pour l'énorme pierre que tu apportes à l'édifice de la culture à La Réunion. Et d'avoir partagé avec nous un bout de cette histoire pendant cette heure d'interview. Donc, merci beaucoup. Merci à vous et longue vie. Merci. On espère que cet épisode vous a plu. Pour nous aider à trouver des invités toujours plus extraordinaires, laissez-nous une note sur Apple Podcast, 5 étoiles de préférence. Et pour ne manquer aucun épisode, suivez-nous sur Instagram à @bat_kare. Un grand merci pour votre écoute et on se retrouve dans 2 semaines pour un prochain épisode. Allez, on retrouve.